Le design est partout, même à la garderie. Quand je pense au développement de l'enfant, je pense à une succession de passages. Après le passage le plus important, la naissance, l'enfant se retrouve à la maison avec ses parents, dans le foyer familial. Et c'est un environnement qui est entièrement contrôlé par le parent. Donc le passage vers la garderie, c'est assez important et assez angoissant, je pense, pour les parents, parce que c'est la première fois que le parent ne contrôle pas tous les éléments de cet environnement. Et je pense que le design et l'aménagement de ces lieux peut faire beaucoup pour adoucir ce passage, rassurer et les parents et les enfants et faire en sorte que ça se passe bien. L'aménagement idéal d'une garderie, c'est un espace qui est simple de conception, ouvert et multifonctionnel. C'est aussi un espace qui est chaleureux, qui est très lumineux aussi. On construit un environnement où l'imaginaire de l'enfant va être stimulé, centré sur les besoins de l'enfant puis sur la façon dont il va évoluer aussi au cours de son parcours à la garderie. Idéalement, une garderie, ça devrait être un espace que l'enfant pourrait s'approprier facilement, se reconnaître dedans, mais aussi que ce soit un milieu de vie pour les éducateurs, les éducatrices qui y travaillent et les parents. Alors, c'est important dès l'entrée, d'avoir un accueil, une ouverture sur les espaces qui permet aux parents de se sentir bien là-dedans, de se sentir accueillis et de se sentir confortable de laisser l'enfant là. La vie d'une garderie est cadencée dans la journée. Une heure d'arrivée, une heure pour se préparer pour sortir, une heure de jeu, une heure pour aller dans la cour, une heure pour revenir. Mais entre ces différentes interventions-là dans la journée, qui est minutée, parce qu'on a quand même 80 enfants déplacés, le vestiaire se trouve là. Alors, dès le matin, avec l'arrivée des parents dans le rush, il faut que ça soit bien fonctionnel. Nous, ce qu'on fait, on va favoriser de faire des sous-groupes de vestiaires à proximité des locaux, des aires de jeu où les enfants vont aller. Les enfants ont accès à des espaces, des cubicules individuels avec des crochets à différentes hauteurs pour mettre les différents manteaux. L'enfant va pouvoir lui-même s'habiller, avoir accès à son linge. Et ce qui va permettre aussi aux éducatrices de trouver leur compte là-dedans, de pouvoir laisser cette petite folie-là qui se déclare à chaque fois qu'on déplace un groupe, de façon à ce que ces transferts d'enfants-là ne viennent pas occuper complètement la journée. Un autre des endroits où l'ergonomie est importante, c'est la cuisine. Dès l'accueil, on va pouvoir avoir accès visuellement à la cuisine. On va faire un podium pour que l'enfant puisse se monter à la hauteur de la cuisinière ou du cuisinier puis pouvoir lui parler. Il va pouvoir se rendre là, demander qu'est-ce qu'on va manger, le sentir, voir ce qui se prépare. C'est chaleureux aussi pour les parents qui sont rassurés qu'ils vont bien manger à midi. L'environnement sonore d'un lieu joue un rôle majeur dans le confort et la fonctionnalité de ce lieu. Mais la difficulté avec le son, c'est que c'est invisible, on le voit pas. C'est pour ça que j'aime utiliser un instrument de mesure, le sonomètre, qui nous donne des chiffres, il nous indique très clairement qu'est-ce qui se passe sur le plan sonore. Et c'est souvent quelque chose qui est négligé en design. Souvent, dans les phases de conception, on parle peu du problème sonore. Mais c'est vraiment dans les étapes de conception qu'on peut régler le plus efficacement ces problèmes. On va remarquer dans des aires de jeu avec des enfants des niveaux sonores très élevés qui s'approchent de celui qu'on va retrouver dans des petites industries. Les enfants, c'est des producteurs de bruit et ils entrent en compétition facilement l'un envers l'autre. Et quand on fait un local entièrement en gyps avec des surfaces dures, il va y avoir une réverbération qui va augmenter le niveau sonore. Donc, ça fait des endroits qui sont bruyants, des endroits où la fatigue s'installe très rapidement quand on passe plusieurs heures dans des endroits bruyants comme ça. Pour nous, c'est une grande préoccupation. Ce qu'on fait pour traiter ça, c'est dans l'utilisation de matériaux, d'abord sur le plancher, des matériaux absorbants qui vont réduire de façon marquante le son produit par les enfants, mais aussi par le plafond. On va utiliser des tuiles de plafond acoustique qui vont absorber de 85 à 100 % du son. Tire la langue pour manger des champignons.
Les objets et les espaces conçus pour les enfants souffrent souvent d'une espèce de stéréotype au niveau des couleurs, ce que j'appellerais une hyperactivité chromatique, où on propose toutes les couleurs très saturées, très présentes, donc on est vraiment en face de l'arc-en-ciel au complet. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, à mon sens, c'est un petit peu plus de retenue. Donc, de faire des choix en tant que designer, de choisir, de se commettre à une couleur dominante. Ici, je pense que c'est un bel exemple. On a le vert, après, on travaille juste avec un gris, puis après, c'est vraiment juste des taches de couleur au sol. Et ça fonctionne très bien, c'est beaucoup plus harmonieux et plus apaisant aussi. Vraiment, comme adulte, on devrait se poser la question, est-ce que je serais à l'aise d'y passer la journée dans cet environnement-là, à regarder les couleurs qu'il y a autour de nous? Et souvent, la réponse, c'est qu'on en fait trop. On devrait être capable d'être plus sage, d'avoir un peu plus de variété dans les tonalités des couleurs qu'on offre. Ce que nous, on cherche à faire, cependant, c'est de rendre chaque espace intéressant par l'utilisation de la couleur. Dès le corridor, on suit la tuile, puis bon, il y a le chemin de couleur bleue mène vers le local bleu, puis le chemin de couleur verte vers la couleur verte. On va faire des rappels de couleurs qui vont permettre à l'enfant d'identifier que son local bleu, il se trouve à cet endroit-là. On va utiliser des couleurs qui vont s'éloigner du bleu Fisher-Price, que je dirais, là, qui est le bleu, le jaune, le rouge de base, comme si les enfants naissaient avec une incapacité à percevoir l'harmonie des couleurs autres que les couleurs de base, ce qui n'est absolument pas le cas. La vaste majorité des objets et des environnements conçus par des designers sont destinés à être utilisés par des êtres humains. Ça semble évident. Mais la difficulté pour les designers, c'est que les êtres humains sont pas standards, sont pas standardisés. Tout le problème des mesures du corps humain, donc de l'anthropométrie, c'est absolument critique. Et dans le cas de la garderie, c'est vraiment extrême, là, parce qu'on a des tout-petits-enfants de 2 ans et on a aussi les gens qui travaillent dans la garderie, qui sont des adultes et qui doivent aussi interagir avec ça. Donc de passer, ça se peut que des adultes passent un peu de temps assis sur une toute petite chaise comme ça doit être quand même assez bien adapté aussi. Donc l'anthropométrie, absolument critique en design. C'est si bon pour les bedons. La fonction première d'une garderie, c'est de rendre les enfants autonomes. Donc, le mobilier adapté devrait répondre à cet objectif-là. Pour favoriser l'appropriation de l'espace par les enfants, que les enfants se reconnaissent dans ces bâtiments qu'on construit d'abord pour eux, on va chercher à le mettre à leur hauteur. Alors, on va favoriser d'abord les hauteurs des fenêtres. Nous, on trouve que c'est essentiel d'amener ces fenêtres-là à leur niveau pour qu'ils voient à l'extérieur et que de l'extérieur aussi, on a des percées intéressantes sur la vie des enfants. On va travailler beaucoup sur l'accessibilité des enfants. Les enfants doivent, au plus possible, avoir accès au mobilier. Alors, on va souvent les faire bas. Par exemple, dans les ranges matelas qui sont accessibles directement aux enfants, on utilise des matelas qui se plient, qui sont facilement manipulables plutôt que les grands matelas. Alors, on favorise beaucoup l'autonomie. Maintenant, on doit aussi penser à la fonction des adultes. Les adultes, ils travaillent et ils doivent déplacer des enfants qui bougent, qui sont pesants. On va concevoir des meubles qui permettent, par exemple, aux enfants d'accéder aux tables à langer par eux-mêmes en se déplaçant sur des escaliers. L'éducatrice qui se trouve sur une table à langer n'a pas à se déplacer, voit ce qui se passe dans le local d'un seul coup d'œil. La courbe du meuble lui permet aussi d'avoir accès plus rapidement à tous les objets qu'elle a besoin sans se déplacer. Là, on a plusieurs points d'eau dans nos garderies et tous ces points d'eau-là sont accessibles aux enfants sur par une marche, ce qui permet à l'éducateur d'être à son niveau, à sa hauteur d'éducatrice, lui montrer comment se laver les mains, faire l'éducation avec la petite chanson. Ouais, bravo. Hop. Là, tu peux te laver les mains tout seul comme un grand. À Graffiti, on a fait le choix de faire une offre de chaises hautes vissées au mur. L'idée étant qu'ils vont avoir accès à d'autres types de chaises hautes basses, qui permet rapidement à l'enfant d'être au niveau normal d'une table et donc de pouvoir manger puis de se déplacer. Ça, c'est ce qui est, à notre avis, ce qui est mieux parce qu'on favorise le développement, l'autonomie chez l'enfant. S'il vous plaît, viens.
Le mobilier conçu pour les enfants est communément appelé mobilier adapté parce qu'il est adapté à la grandeur des enfants. Mais les enfants grandissent continuellement. Donc, il y a toute une autre catégorie de mobilier qui s'appelle du mobilier évolutif, donc qui évolue au fur et à mesure que l'enfant grandit. J'ai ici un très bel exemple de mobilier évolutif, la chaise Trip-Trap, conçue par le designer Peter Opsvik en 1972. L'idée de base derrière la Trip-Trap, c'était de faire en sorte que les enfants puissent s'asseoir à table avec les parents. Donc, le plan de référence, c'est la table. Tous les éléments sont ajustés par rapport à la table. Donc, l'assise et le repose-pied peuvent s'ajuster avec un système assez simple et ingénieux de rainures sur le côté. Donc, on a simplement à retirer un élément, le replacer, pour faire l'ajustement. On peut aussi jouer avec la profondeur. Je pense qu'on a affaire à un produit qui est en voie de devenir un classique. En fait, on a commencé le design de la chaise Ailo quand mon fils devait avoir à peu près 4 mois. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on avait cette espèce de grosse chaise-là chez nous qu'on appelait le SUV pour bébé. Puis on le mettait dans la cuisine qu'on venait de rénover, puis ça fonctionnait pas. À chaque fois, je me disais, bon, mais il faut prendre la chaise, on va la mettre de côté. Puis en plus, c'était tellement compliqué au niveau du design. Il y a plein de craques, fait que la nourriture se ramasse, puis tu brosses ça avec une brosse à dents. Puis, Fait que je trouvais que c'était un produit qui était tellement trop compliqué pour ce que ça devait faire comme fonction, qu'on s'est dit, bien, on pourrait peut-être designer quelque chose qui puisse aussi évoluer avec l'enfant. Puis c'était un peu ça, tout le début de la démarche qu'on a entrepris. Le produit, à la fin, a donné ce qu'on voulait vraiment. Ça devient une pièce de mobilier pour la cuisine, qui reste en fait en permanence dans la cuisine, qui est super facile à nettoyer, puis en plus évolue jusqu'à l'âge de 6 ans avec l'enfant. C'est de la sauce à poulet pour la pizza. Il y a d'autres exemples de mobilier pour enfants. Par exemple, une compagnie montréalaise qui s'appelle Toy Toy qui fabrique du mobilier pour enfants en carton. Ce que je trouve particulièrement intéressant du mobilier en carton Toy Toy, c'est qu'il répond très bien à la fonction, c'est-à-dire que c'est du mobilier temporaire. Les enfants, parce qu'ils grandissent très rapidement, ne vont pas s'en servir très longtemps. Donc, le fait qu'il est fait en carton, je trouve, comme concepteur, ça, raisonnable. On ne gaspille pas des matières plastiques ou autres pour faire un mobilier qui va durer juste quelques mois. Mais ce qui est encore plus intéressant de Toy Toy, c'est que parce que c'est un mobilier en carton, les parents laissent souvent les enfants s'amuser plus avec le mobilier. Ils vont laisser l'enfant le colorier, le percer, le transformer. Et soudainement, cette pièce de mobilier-là, qui se veut temporaire, devient un objet d'affection pour l'enfant. Et c'est souvent un objet qui reste plus longtemps dans la chambre de l'enfant parce qu'il s'est approprié l'objet, il l'a transformé, et puis c'est un peu son souvenir d'enfance. Il existe plusieurs catégories de jouets, mais la catégorie des jouets de construction occupe une place toute particulière. C'est un jouet de création et de dextérité fine. Depuis la fin des années 50, Lego occupe une place de choix dans cette catégorie. Et c'est vraiment devenu un peu l'archétype du jeu de construction. J'ai joué avec des Lego quand j'étais petit et mes enfants jouent encore avec des Lego aujourd'hui. À la fin des années 60, Lego ont introduit le bloc Duplo, un bloc surdimensionné fait pour les enfants d'âge préscolaire, donc parfait pour la garderie. Mais encore une fois, ça fonctionne comme un système et les tout petits blocs fonctionnent avec les plus gros blocs Duplo. Donc tout ça fonctionne très bien ensemble. Et ce que ça fait finalement, c'est qu'on se ramasse avec un jouet qui peut évoluer avec l'enfant. On regarde une construction qui a été faite par mon garçon à l'âge de 4 ans, un avion, donc assez simple, avec les blocs Lego standards. Et il a évolué à travers les années et maintenant, à l'âge de 9 ans, il construit des avions comme celui-ci, qui est absolument magnifique. Le Lego, c'est vraiment un jeu qui est fait pour suivre l'enfant tout au long de son développement. Le jouet de bois favorise ce qu'on appelle en anglais le open-ended play, qui est essentiellement du jeu
où il n'y a pas de contrainte ou d'objectif final au jeu. C'est vraiment un jeu plus libre. Au début, en fait, l'enfant va s'en servir, va le mettre dans sa bouche. Il va regarder au niveau de la texture, c'est quoi. Il va regarder les couleurs. Il va commencer à manipuler. Donc, il va raffiner tout ce qui est au niveau de la dextérité motrice. Puis après, en fait, le même jeu arrive à évoluer aussi avec l'enfant parce que finalement, il va prendre le même jeu puis ça va devenir un château ou une construction après 1 an. Il y a des espèces de classiques comme ça dans l'évolution d'un enfant que tu vas acheter de toute façon. Puis ça fait partie comme du kit de départ d'avoir un enfant un peu. Puis les crayons de cire, ce qui est super intéressant, c'est que, bien, ça tâche pas. C'est pas dangereux pour l'enfant. C'est des objets qui sont tellement simples, qui brillent par leur simplicité, qui sont des classiques un peu. J'ai dû avoir des crayons Crayola, je suis sûre, je pense. Puis mon fils en a aussi une boîte. On peut pas dire que du côté du design du crayon, que c'est un bon design. Il n'est pas particulièrement ergonomique, par exemple, puis il se casse facilement entre les doigts. Mais ce qui est particulièrement intéressant du Crayola, c'est son adhérence sur le papier qui est efficace, qui permet aux enfants, avec peu de dextérité, de faire des dessins très rapidement, de remplir des formes et d'avoir un résultat. Le logo est très fort. Il est présent sur chacun des crayons. Le packaging aussi est très, très, très bien conçu. Il se s'ouvre facilement. Puis une fois ouvert, on le dépose sur la table, il devient un présentoir. La promesse de la marque, en fait, de Crayola, c'est de dire la limite de l'expression de l'enfant, c'est vraiment son imagination. Puis nous, on va vous donner des outils en restant sécuritaire, si tu veux, mais des outils pour pouvoir exprimer l'imaginaire de l'enfant. Dans les cours extérieurs des garderies, on trouve souvent 2 types de jeux. Donc, les jeux au sol. Le sol peut être très modulé. Des fois, il y a des buts, des fois, il y a des textures, il y a des carrés de sable. Ça permet le jeu libre avec des accessoires. Et il y a des structures de jeu, donc des structures qui sont plus en hauteur. C'est intéressant, les modules extérieurs. C'est à peu près les mêmes, en fait, partout. Il va avoir toujours la maison, qui va être un rectangle avec un toit. Il va avoir après le pont qui rejoint 2 sections qui sont plus en hauteur. Ils vont soit être très orientés, c'est un train, c'est un château, c'est une fusée, ou plutôt, et ce que je trouve beaucoup plus intéressant, il va y avoir des objets qui sont soit un château, soit une fusée, ou peu importe comment l'enfant l'approprie, puis peut-être ce jour-là, ça va être une grotte, parce que la forme n'est pas définie. Donc, c'est l'enfant, à ce moment-là, qui invente son jeu avec cette structure-là. Personnellement, je favorise les structures de jeu au sol. On peut jouer sur les textures, on peut moduler le sol. Donc, offrir, par exemple, une petite butte qui sert à faire des roulades l'été ou à glisser l'hiver. On n'a pas besoin de construire en hauteur. Ce qu'on veut, c'est un espace ouvert, un espace qui permet d'y amener des accessoires de jeu. On peut y introduire des voiturettes. Par exemple, il existe une voiturette qui s'appelle Plasma Car. C'est une voiture qui est très intuitive d'utilisation, très intéressante. Un enfant s'assoit dessus et c'est en tournant le volant que le véhicule avance. C'est un mécanisme simple, il n'y a aucune batterie qui fait avancer. Donc, c'est l'enfant, c'est la motricité de l'enfant qui fait avancer le Plasma Car. Mais au niveau de l'usage, c'est tout à fait intuitif, tout à fait naturel. Marche dessus. Est-ce que l'environnement de jeu pourrait pas être repensé? Qu'est-ce que l'enfant fait à ce moment-là, par exemple, de 2 ans à 6 ans? Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? À quoi il est intéressé? Puis de construire les environnements autour de cette évolution-là. Donc, créer des environnements qui puissent répondre puis qui puissent aussi stimuler l'imaginaire de l'enfant. Sans le savoir, ici, on fait un laboratoire unique au monde, celui de développer un réseau de garderies subventionnées par l'État. C'est unique, il n'y a pas d'autre endroit où ça se fait. Mais quand on regarde dans l'international, on trouve des expériences vraiment ludiques, mais plus ponctuelles. Ce qui est bien, c'est de retirer des idées de ça et de l'exporter ici. Mais je pense que nous, au Québec, on a développé une expertise qui devrait s'exporter aussi. L'apprentissage se passe beaucoup à travers les sens. On n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment en manipulant, en touchant, en interagissant avec le monde physique
que les apprentissages se font. Et l'environnement de la garderie peut être un support pour ça. Je pense à une garderie en Norvège, par exemple, qui est totalement modulaire, où l'ensemble des murs à l'intérieur de la garderie peuvent se déplacer, donc on peut reconfigurer l'ensemble de la garderie. À l'intérieur des murs, on aménage toute une série d'activités sensorielles, différents matériaux, des jeux, un petit théâtre. Et je regarde une garderie comme ça, puis ça me donne un coup de foudre. J'imagine être un parent, puis de voir cette garderie, j'ai envie que mon enfant soit là. Et un enfant qui voit une garderie comme ça a envie d'y être aussi. C'est ce que le design peut faire, donc de créer des environnements comme ça peut vraiment être assez étonnant le résultat. Et je pense qu'il faut aller un petit peu plus dans ce sens-là.